Bonjour les amis, bonjour, bonsoir, parce qu'en fait c'est le soir aujourd'hui où j'enregistre, on est vendredi soir. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans le grenier pour ce nouveau JT de l'écho qu'on va consacrer à un sujet qui est assez passionnant, puis qui va agiter les méninges de beaucoup de nos compatriotes parce qu'on va parler évidemment de la propriété privée. Donc on va parler de la propriété privée parce que la propriété privée, elle est attaquée, elle est menacée, c'est passionnant ce qui se passe sur ce sujet-là. Donc nous allons décrypter tout ça un petit peu ensemble. Il y a une proposition de loi, il y a un rapport qui a été rendu. Vous êtes très nombreux déjà à réagir et à vous offusquer, à monter sur vos grands chevaux. Eh bien, j'ai l'honneur, la joie, le plaisir de vous dire que vous avez évidemment raison de monter sur vos grands chevaux. Alors, on va faire un tout petit peu de philosophie de grenier. De la philosophie de grenier appliquée à l'économie et à la propriété. Alors la propriété, c'est pas bien, c'est pas social, hein. C'est pas bien la propriété, c'est pas un truc qu'il faut faire, c'est pas moderne, c'est pas gentil, c'est pas aimable la propriété. Alors, ça serait tellement bien un monde sans propriété, un monde où on serait tous égaux, où les petits oiseaux chanteraient et où tout le monde aurait tout ce qu'il lui faut. Alors ça c'est chouette, c'est vrai que c'est super, on ne peut pas vous dire bah non, je suis contre l'égalité moi, je suis contre la transparence, je suis contre la propriété, je suis contre l'égalité. Alors on va inverser un petit peu le sujet et je vais vous demander d'imaginer 30 secondes un monde de transparence totale. Imaginez un monde où aucun de vos petits secrets ne peut échapper à la connaissance des autres. Qu'une femme ne puisse pas avoir un seul jardin secret, qu'un homme, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va penser à un moment donné, que ce soit su et connu de tous, c'est évidemment un enfer. Ah tiens, voilà encore Jean, il a grossi Jean. Là je suis volontairement gentil dans les propos que j'utilise. Et imaginez que Jean, dans un monde de transparence totale, entendre que vous trouviez qu'il a quand même sacrément grossi, sacrément vieilli, qu'il a pris de l'embonpoint, que sais-je. On a bien tous pensé, c'est un bel abruti lui. Alors justement, à propos d'abruti, on va en parler de nos députés, excusez-moi, je ne dois pas dire ça. Non, nos mamamouchis qui votent les lois. Nous allons parler des âneries qu'ils peuvent faire avec bon sens ou pas bon sens, enfin non, sans bon sens, mais en tout cas de bonne foi ou de mauvaise foi, ça c'est encore un autre débat, mais en tout cas ils font des âneries. À leur décharge, c'est très compliqué, le monde est très complexe et les élus ne sont jamais rien que des êtres humains qui sont faillibles. Et donc l'importance en réalité c'est déjà de reconnaître, c'est de ne pas faire comme le pape avec l'infaillibilité papale, et donc en politique on n'est pas en théologie, donc ça serait bien qu'il n'y ait pas d'infaillibilité des élus parce que les élus sont évidemment faillibles et c'est ce que je vais vous montrer et vous démontrer. Donc imaginez ce monde de transparence totale, c'est un monde où on ne peut pas vivre, c'est étouffant évidemment, l'absence de transparence, la saine hypocrisie rend la vie parfois plus vivable évidemment que s'il n'y avait pas cette saine hypocrisie. Pour ça, il faut avoir un petit peu de maturité, il faut réfléchir un petit peu et puis il ne faut pas juste scander bêtement la transparence. Mais c'est la même chose pour l'égalité. Imaginez un monde d'égalité. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des gros, il y a des maigres, il y a des minces, il y a des mecs immenses, il y en a des plus petits, il y a des jolies filles, des filles moins belles, des plus intelligentes et des moins malines. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a toute la palette de couleurs et des mélanges. C'est la diversité, et la diversité est par définition la négation dans l'effet de l'égalité. Donc, l'état naturel est l'inégalité. Mais ce qu'introduit l'homme, ce qu'introduit la philosophie, ce qu'introduit la politique, ce qu'introduit la sagesse, c'est l'égalité devant la loi, c'est l'égalité des droits, c'est l'égalité de dire l'être humain qui est là, peu importe qui il soit, il a les mêmes droits ou la même importance que l'autre être humain qui est là, quelle que soit leur différence. C'est ça qu'introduit la loi, mais il ne faut pas confondre l'égalité devant la loi, l'égalité des droits devant les institutions, le droit qu'on soit vert, blanc, jaune, noir, peu importe, d'avoir accès aux mêmes choses.
Et donc, il ne faut pas confondre l'égalité avec l'absence de discrimination, la lutte contre certaines discriminations, par exemple. Donc là aussi, un monde d'égalité totale, eh ben, c'est un monde d'absence de liberté, évidemment. Tout est crété. Et je rappelle également, d'ailleurs, que le patrimoine génétique des êtres humains est fait pour avoir de la diversité et que c'est parce qu'on a de la diversité également dans le patrimoine génétique, dans nos différences, que vous avez une capacité de résilience au niveau de l'espèce humaine. C'est parce que vous avez aujourd'hui, compte tenu de la diversité de nos génomes, une résilience, une robustesse génétique de l'espèce humaine qui fait qu'a priori, aucun virus ne serait capable d'éradiquer la totalité d'une espèce parce que vous aurez toujours, grâce à cette diversité génomique, donc cette absence d'égalité, eh bien vous aurez des organismes qui vont mourir face à un virus et d'autres qui vont survivre. Et donc c'est des processus de sélection, d'amélioration, etc. Donc tout ça, c'est absolument extraordinaire, c'est passionnant en termes philosophiques, et il ne faut pas confondre l'inégalité de la nature avec l'égalité politique des choses, qui est le fait de dire, nous, politiquement, en termes de société, bien évidemment, nous posons l'égalité de droit comme quelque chose de fondamental, et c'est fondamental et évidemment essentiel parce que c'est ce qui permet de faire société et de vivre ensemble. Mais un monde d'égalité totale, c'est pas bon. De la même manière, un monde sans propriété est une absurdité, quand bien même ça va faire hurler un certain nombre de gens qui sont en train de rêver d'un monde où la propriété serait remplacée par l'usage, et je vais vous démontrer qu'en réalité, c'est aujourd'hui un leurre inventé par ceux-là même qui vont vous ruiner, puisqu'évidemment vous ne serez plus propriétaire, vous n'aurez plus qu'à payer l'usage sous forme d'abonnement, de forfait et autres loyers mensuels, et c'est une aliénation totale puisque c'est un paiement sans fin. Donc en réalité, c'est pas l'abolition de la propriété avec quelque chose qui serait collectivisé, c'est l'abolition de la propriété pour vous, pour moi, avec quelque chose qui appartient à quelqu'un qui vous le loue. C'est quand même extrêmement différent et qui vous réduit à une forme d'esclavagisme moderne, de servage moderne. Donc évidemment, tous ces bons sentiments, ça peut rapidement être utilisé comme des outils de propagande parce que, intuitivement, mais non, on ne peut pas être contre. On ne peut pas être contre le fait que tout le monde soit gentil. On ne peut pas être contre le fait que tout le monde mange. On ne peut pas être contre le fait que tout le monde, évidemment, ait un toit sur la tête. Évidemment. Et vous savez encore une fois que vous me trouverez toujours du côté de ceux qui souffrent et pour qui c'est difficile. Donc cet humanisme est fondamental. Pourtant, il ne faut pas confondre le fait que c'est pas la queue qui remue le chien, c'est le chien qui remue la queue. Et donc il ne faut pas se tromper évidemment dans la compréhension des causes sur les choses, parce que quand on se trompe sur les causes, volontairement ou involontairement, eh bien évidemment on va prendre des décisions erronées et on va mener des politiques qui sont non adaptées. Alors nous allons détailler ça. Avant de vous emmener dans cette proposition de loi, il faut que je vous explique 2-3 petites choses, parce que c'est fort intéressant. Notamment dans le secteur du logement social, on s'était rendu compte que foncier c'était très cher, et c'est vrai, acheter un terrain c'est coûteux, construire sur un immeuble sur un terrain, le coût du terrain peut faire 30 à 40% du coût de l'opération totale, et donc les logements sociaux, pour les accessions au logement, pour les gens qui sont parmi les moins fortunés, il y a des barèmes, etc. Eh bien, ils se sont dit, mais finalement, on pourrait peut-être scinder la propriété du foncier, de la propriété du bâti. Ça permettrait, avec des bails amphithéotiques, etc., eh bien, de baisser le coût d'acquisition, et donc ça permettrait à des gens qui ne peuvent pas acheter aujourd'hui d'acheter demain. Et donc, on s'est retrouvé avec la création de ce qu'on appelle l'OFS-BRS. Ce sont deux sigles qui fonctionnent ensemble. L'OFS, c'est pour l'Office foncier solidaire, Office foncier solidaire, et il est non lucratif. Voilà, moi je dis super, c'est une belle idée.
D'accord? C'est une belle idée. Pourquoi? Parce qu'on a un office foncier comme on a un office HLM et il est là pour servir la collectivité et il n'est pas là pour servir des rendements ou des dividendes à des actionnaires. On est dans l'associatif, entre guillemets, dans du non lucratif plus précisément. Et donc, effectivement, ok, là, on est quelque chose, on vend sous condition de ressources. On ne gagne pas d'argent sur le dos des ménages les plus modestes qui peuvent quand même accéder à la propriété. Ça a un sens social, ça a un sens collectif. Et là, on est exactement dans ce que je vous disais au départ. C'est-à-dire que oui, on modifie l'accès à la propriété, on le modifie, on l'amène plus vers l'usage, mais c'est pas au détriment des gens. C'est pas parce que ça va permettre de remplir les poches d'autres gens. Non, on est vraiment sur la notion d'office foncier solidaire. Et là, il n'y a pas de notion de profit, on est vraiment sur du non lucratif, et j'insiste. Donc là, je pense que c'est effectivement recevable et qu'on sera presque tous d'accord sur l'idée que, ouais, ok, pourquoi pas. Moi, ça ne me concerne pas forcément, moi, j'achèterai pas forcément, mais finalement, ça ouvre une autre possibilité, notamment dans les marchés extrêmement tendus comme l'Île-de-France ou le cœur des très grandes villes. Why not, comme disent nos amis anglais. Mais maintenant, l'idée là de ces nouvelles lois, c'est de faire des OF. Alors juste, le BRS, ce sont les baux, ce sont les baux qui vont avec, donc c'est des baux solidaires, et c'est ça qui va avec les OFS, c'est le fait que vous allez avoir un bail qui va aller servir à payer le foncier que vous occupez, que vous louez. Mais là, ce qu'on veut créer, c'est les OFL, les offices fonciers libres. Et c'est là où la dérive commence. Parce que l'office foncier libre, alors au départ, ça sera des sociétés d'économie mixte, ça sera des sociétés parapubliques gérées par des collectivités locales. Bon, pourquoi pas, on va se dire. Et puis finalement, vous la voyez évidemment arriver, la dérive. On passe de l'office foncier solidaire, qui est purement à but non lucratif, à l'office foncier libre, qui lui va pouvoir acheter des terrains, construire dessus, être toujours propriétaire du terrain. Et puis finalement, vous ne serez propriétaire que de l'appartement, et donc vous devrez payer un bail pour l'occupation du foncier. Et donc, vous êtes dans une forme de précarité, évidemment potentielle, si ce n'est pas du solidaire et si ce n'est pas du non lucratif. Donc, dès qu'on commence à injecter dans cette approche-là du lucratif, du libre, eh bien évidemment, on ouvre la voie petit à petit à la privatisation et un jour, je serai un grand groupe commercial, purement commercial, de construction, Vinci, Bouygues, etc. Et il ne faudra pas le leur reprocher parce qu'ils feront leur logique de grandes entreprises. Et bien qu'est-ce qu'ils feront? Ils achèteront des terrains, ils construiront et puis ils resteront toujours propriétaires du foncier. Or, la conclusion, c'est que je voulais vous faire l'analogie avec l'Angleterre parce que ça fonctionne comme ça en Angleterre. Sauf que qui c'est qui a le foncier en Angleterre? Ce sont des lords, ce sont des nobles. Globalement, ce sont des gens qui ont hérité de la terre et qui ont conservé cette terre parce qu'ils n'ont pas fait de révolution en Angleterre et qu'ils ont toujours la reine et donc ils ont des lords. Et les lords, ils ont le foncier et vous achetez en fait un droit amphithéotique quand vous achetez une maison et cette maison, elle va vous appartenir pendant 50 ans, pendant 40 ans, pendant 99 ans si vous faites un achat neuf, récent si vous voulez, mais si vous rachetez à quelqu'un d'autre, moi j'ai acheté il y a 40 ans, je revends ma maison et il n'y a plus que 49 ans, mettons, si c'était un bail amphithéotique de 99 ans, à courir. Et donc, dans 99 ans, il faudra... Dans 49 ans, pardon, si je vends et qu'il reste... que ça fait 40 ans que je détiens, il reste 49 ans avant que vous soyez amené à repayer le fait que vous occupez le terrain du lord. Donc, en réalité, ça concentre la propriété dans très peu de mains. Donc, quand on vous explique que scinder la propriété entre le foncier et le bâti, ça va permettre de freiner la spéculation, c'est totalement faux. Et on va voir justement pourquoi ça l'est. Et donc, là, je veux juste qu'on voit cette proposition de loi qui est portée par le député, par un député qui s'appelle Monsieur Laglaise. Et cette proposition, c'est proposition de loi visant à réduire le coût du foncier et à augmenter l'offre de logement accessible aux Français. Qui est contre le fait de réduire le coût du foncier et d'augmenter l'offre de logement accessible aux Français? Ni vous ni moi, on est tous pour. Qu'est-ce que c'est bien libellé quand même les propositions de loi. Alors après, il faut la lire un petit peu. Et donc c'est très très beau, malgré de nombreuses réformes de la politique du logement mises en œuvre par les gouvernements successifs afin d'assurer un cadre juridique encadré et régulé. Les inégalités n'ont pas été endiguées.
Quelle tristesse tout de même. La demande de logement n'a cessé d'augmenter dans un contexte de pénurie d'offres, de paupérisation des centres-villes, d'étalement urbain et de hausse des prix du foncier. Et donc, pour régler tous ces problèmes-là, vous savez quoi? On va vous retirer la propriété du terrain. Bon, alors, évidemment, on est dans l'absurdité la plus totale. La paupérisation des centres-villes n'est absolument pas liée au prix du foncier. Les villes les plus riches sont évidemment celles qui ont le foncier le plus cher. Donc la paupérisation des centres-villes, elle est liée à quoi? Elle est liée à l'installation en périphérie de méga centres commerciaux qui ont ravagé le commerce de centre-ville. Voilà la réalité de la paupérisation des centres-villes. C'est quelque chose qu'on a aux États-Unis qui était en avance depuis 50 ans avec leurs grands malls qui sont à l'extérieur avec des urbanismes absolument dégoûtants. Et donc on a fait en France des urbanismes absolument dégoûtants. On a créé dans périphérie partout des espèces de ronds-points qui desservent des espèces de zones commerciales sans âme, sans intérêt, sans humanité. Et on a évidemment rincé, réduit, cassé, détruit nos propres centres-villes au détriment de ces périphéries. Vous pouvez baisser, augmenter le coût du foncier, ça ne fera, enfin changer la propriété du foncier, ça ne changera rien à la paupérisation des centres-villes. L'étalement urbain, mais l'étalement urbain, vous êtes dans Paris-Centre, il n'y a plus de terrain dans Paris-Centre, donc de toute manière, quand vous ne pouvez plus construire, vous allez construire ailleurs, donc forcément, qu'est-ce que vous faites? Vous étalez. Bon, donc l'étalement urbain des grandes villes, la seule manière de lutter contre ça, c'est quoi? C'est évidemment d'occuper plus les plus petites villes. Bon, pour occuper plus les plus petites villes, c'est une question d'aménagement du territoire, de mobilité, de mise en place de solutions de trains, de rails, etc. Bon, donc évidemment, pour lutter contre l'étalement urbain, c'est soit la densification dans certains centres périurbains, soit c'est effectivement le fait d'aller réoccuper certaines parties du territoire et pour ça, il faut les rendre attractives. Donc, il faut remettre des services publics, il faut remettre des hôpitaux, il faut remettre des médecins, il faut remettre des gares, faut remettre évidemment de la fibre, etc., du haut débit et tout ce qu'on veut et les gens iront évidemment s'installer. Donc, on ne luttera jamais contre la hausse des prix du foncier et contre ces éléments-là par la mainmise du foncier et le fait de le retirer de la propriété. Dans ce contexte, le prix du logement et le coût du foncier sont intimement liés. La spéculation foncière engendre inexorablement une envolée des prix des logements en parallèle. Alors là, on dit qu'en gros, pour lutter contre la spéculation foncière, c'est répéter, qui fait augmenter le prix du logement. Mais attendez, va falloir se poser quand même la bonne question. Pourquoi il y a une spéculation foncière et pourquoi les prix surtout du logement, ils montent ? Et donc vous allez vous rendre compte que les prix du logement ils ne montent absolument pas juste parce qu'il y a de la spéculation foncière et juste parce qu'il y a des gens qui achètent du terrain. Le prix du logement monte parce qu'il se passe un certain nombre de choses et qu'il y a un certain nombre d'âneries qui sont faites qui conduisent à cette montée du prix du foncier, à cette augmentation extrêmement significative du prix des logements. Donc, la proposition dans l'article 2 propose évidemment la création des offices fonciers libres permettant aux collectivités locales de faire des baux réels libres, des BRL, au lieu de BRS, vous savez au début les OFS BRS pour des baux sociaux. Là, c'est des baux libres, donc évidemment, c'est tout à fait différent, mais attention, pour le moment, c'est pas la société Bouygues qui pourrait acheter ces terrains, mais qui sait, on y viendra, j'ai rien contre Bouygues, je sais Bouygues, Vinci et tous les autres. Donc le rapport Laglaise veut dissocier le foncier et le bâti. Ça, on a bien compris, le terrain et ce qu'on construit. Mais quelles sont les raisons qui expliquent la hausse de l'immobilier? D'accord? Donc, c'est pas la spéculation, c'est pas la demande, d'accord? C'est pas l'immigration, parce que les immigrés récents qui arrivent, ils n'ont pas de sous, les pauvres. C'est pas les riches. Anglais, américains qui investissent dans le 19e arrondissement, dans le 20e arrondissement, non, ils achètent sur le Champ de Mars, l'allée de droite et l'allée de gauche, là d'accord, vous avez un marché international, mais enfin tout le reste de Paris et de l'Île-de-France, c'est pas eux qui achètent dans le 93. C'est pas le divorce et les familles, ils disent, ah oui, mais il y a plein de familles monoparentales, oui, mais enfin bon, on divorce, on reprend un petit logement plus petit, puis finalement on retrouve quelqu'un, donc il y a des mouvements d'expansion et de rétractation si vous voulez. Donc d'un côté, des fois on a besoin de 2 logements pour une famille, puis après on se remet ensemble et on fait des familles recomposées, etc. Donc tout ça c'est évidemment très compliqué à calculer. Donc c'est
c'est pas tout ça qui explique cette envolée des prix. Il y a une seule chose fondamentale qui explique l'envolée des prix, c'est la chute sans précédent des taux, tout simplement, d'intérêt. Et le marché immobilier est le marché le plus sensible aux taux d'intérêt. Donc ça, c'est quoi? Eh bien, vous voyez sur cette courbe, j'espère que vous le verrez bien. Là, ici, on est en 1985. Les taux sont quasiment à 18% en France. Et depuis 1985 et nos 18%, nous tendons inexorablement tellement vers zéro. Le graphique n'est pas tout à fait à jour puisqu'aujourd'hui, évidemment, on est même en territoire négatif. Donc quand l'argent coûte si peu cher, quand l'argent ne vaut plus rien, quand l'épargne ne rapporte plus rien, eh ben, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Eh bien, on solvabilise évidemment les acheteurs immobiliers et les prix de l'immobilier n'ont jamais été aussi élevés. Et là, vous avez la hausse des prix immobiliers. Ici, on est en 1985 et vous voyez qu'à partir de 1985, les prix vont monter. Nous avons ici la crise des années 90 avec un effondrement des prix. À cette époque-là, nous sommes en 95 à 97. Nous sommes dans le point bas du marché immobilier. Les taux sont à 11%. Donc évidemment, le marché s'effondre. C'est la réunification allemande. Les Allemands ne font pas marcher la planche à billets, ils ont horreur de ça. Donc évidemment, ils aspirent toutes les liquidités. Les taux montent beaucoup puisque la demande d'argent est très forte. Les taux montent, on est plutôt à 10%, 11%. C'est la période bénie où il n'y a pas d'inflation et où les taux sur les contrats d'assurance vie sont phénoménaux et où les épargnants s'enrichissent énormément. Et puis là, l'immobilier s'effondre. À ce moment-là, on achète à 10 000 francs le mètre carré. 1500 euros, ça fait rêver. 1500 euros le mètre carré dans le 16e arrondissement à Paris, où aujourd'hui, ça vaut 12 à 13 000 euros minimum le mètre carré. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on fait quasiment x10 depuis. Et donc là, on a évidemment cette envolée. Avec ici la courbe en rouge qui est Paris. Vous voyez que sur la province qui est en bleu ici, la montée est la même, mais elle est beaucoup moins prononcée. Pourquoi? Parce que Paris est évidemment une réserve de valeur foncière. D'accord? Quand on achète à Paris, eh bien évidemment, on joue la plus-value, on joue la réserve foncière, donc on paye plus cher, mais on achète dans une capitale. Donc évidemment, on achète quelque chose de plus sûr qu'en province. Donc dans une période évidemment où il n'y a plus rien où placer son argent, qu'est-ce qu'on fait? On achète de l'immobilier et ça fait quasiment 20 ans que cela dure. Donc les gens, ils achètent de l'immobilier parce que les taux sont bas. Alors les vedettes, je parle des vedettes de l'Assemblée nationale, les taux d'intérêt, pourquoi ils sont bas? Parce que les pays sont surendettés, d'accord? Et qu'aujourd'hui, on est incapable, évidemment, dans une société de la dette, d'avoir des taux d'intérêt qui soient élevés. Parce que si on avait des taux d'intérêt qui étaient un peu plus élevés que zéro, eh bien évidemment, tout le système économique s'effondrerait. Donc vendre le bâti, ça ne change, ne vendre que le bâti et dissocier le bâti du foncier, ça ne changera rien. Et l'exemple anglais le montre très très bien puisque l'immobilier à Londres est parmi l'un des immobiliers les plus chers au monde pour une simple et bonne raison, c'est que c'est une réserve de valeur non seulement l'immobilier londonien pour les Britanniques, mais aussi pour les investisseurs du monde entier, contrairement à Paris. Et qu'en plus, les lords, eux, gardent le foncier et je vous assure qu'ils ne sont pas à plaindre. Alors, toujours, on va continuer à parler de nos vedettes de l'Assemblée. Les taux bas ne sont pas les seuls responsables de la hausse du foncier. Il y a aussi, vous savez, toutes ces normes qui sont votées, toutes ces lois, toutes ces règles, et qui sont votées par nos mêmes députés qui vous expliquent aujourd'hui que vous comprenez, il faut dissocier quand même le bâti du foncier, parce que ça va permettre de lutter contre la spéculation, la vilaine spéculation, mais ça va surtout permettre de lutter contre le droit de propriété. Donc les normes d'isolation, de construction, de sécurité, les permis de construire, les bornes à incendie, les coupages de cheveux en 4 et autres peignages de girafes, qu'est-ce que ça fait? Ça fait évidemment bondir le coût de la construction. Donc le coût de la construction, il bondit aussi parce qu'il y a des normes. Et quand on veut dans un immeuble, par exemple, rendre la totalité des appartements accessibles aux personnes à mobilité réduite, ça engendre des surcoûts. Je ne vous dis pas que c'est mal, je vous dis que ça engendre des surcoûts. Donc il ne faut pas dans l'analyse nier ce genre de choses. Dire que tout est la faute du prix du foncier, c'est faire une analyse qui est fondamentalement totalement erronée et elle est tellement fausse
qu'elle en est quasiment mensongère. Et c'est quelque chose qui doit être dit sans ambiguïté. Alors moi, dans mon petit coin de Normandie, puisqu'on parle de foncier, il y a une loi qui est passée, mise par nos vedettes de l'Assemblée, et il y a une loi qui est passée il y a 1 an. Et donc ça fait 1 an qu'on a les 2/3 des terrains qui étaient constructibles qui ne le sont plus. Et pourquoi ils ne le sont plus, les vedettes de l'Assemblée nationale? Parce que vous avez passé une loi sur la proximité d'une borne à incendie pour tout terrain avant de faire une construction. L'idée, elle n'est pas mauvaise. On peut se dire, après tout, ils ont raison les députés. Vous avez, avant de construire une maison, vous allez avoir une famille qui va se mettre dedans, il y a un incendie, il faut que les pompiers, si jamais ils viennent, ils puissent éteindre le feu. Et donc, il faut peut-être qu'il y ait une borne à incendie. Oui, mais enfin, le problème, c'est que dès que vous quittez les zones ultra-urbaines, des bornes à incendie, vous n'en avez pas tous les 250 mètres. Résultat des courses, tout ce qui était constructible dans les PLU, les plans locaux d'urbanisme, qui étaient bien des terrains référencés comme constructibles, ne le sont dans les faits plus, parce que la borne à incendie, elle n'est pas à 250 mètres, mais elle est à 300. Elle n'est plus à 250 mètres, mais elle est à 500. Et puis des fois, il n'y en a pas du tout. Donc, vous retirez les 3/4 des terrains qui étaient constructibles, qui ne le sont plus. Ça entraîne quoi, les vedettes de l'Assemblée nationale, votre petite loi? Eh bien, ça entraîne, vu que vous venez de retirer, sans le faire exprès sans doute, mais les 3/4 des terrains qui étaient en vente, ceux qui sont réellement constructibles, parce qu'il y a évidemment une borne à incendie à proximité, leur prix explose. Alors, merci les députés, parce que moi qui avais 20 terrains à côté d'une borne à incendie, gling gling, c'est jackpot. Mais c'est pas de la spéculation immobilière, là. C'est le résultat d'une loi qui a été passée par nos vedettes de l'Assemblée nationale, parce que quand on fait des lois, évidemment, il y a des effets de bord, il y a des frottements, il y a des conséquences. Et ces conséquences, et c'est là où, en revanche, j'atténue mon discours, les conséquences, elles ne sont pas toujours facilement prévisibles. Bon. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cette notion de faillibilité des élus et cette idée de vérifier, de valider, d'étudier, de contrôler ce que les mesures peuvent entraîner comme effet et comme conséquence pour éventuellement, évidemment, les corriger et avoir un système qui soit réellement apprenant et pas un système où nous avons une suffisance des élus vis-à-vis de la population. Donc, il y a trop de normes, d'accord ? Et les normes, elles font évidemment augmenter considérablement le coût, y compris du foncier, certainement plus que la spéculation. Parce que je rappelle que moi, dans mon petit coin de Normandie, on est tout sauf une zone tendue, on est une zone complètement détendue, et du foncier, il y en a à la pelle et à tire-larigot. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est notre GM, c'est pas le grand maître, c'est le grand Mamamouchi. Le grand Mamamouchi, c'est le président de la République. Et qu'est-ce qu'il voulait faire, Emmanuel Macron? Il voulait réduire les normes, notamment environnementales, pour construire plus. Alors, pareil, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Je dis simplement qu'il y avait une vraie conscience que de nos hommes politiques, qu'il y a trop de normes. D'ailleurs, François Hollande, souvenez-vous, c'était les chocs. Choc de simplification, choc de compétitivité, daily choc, chocopop et tous les chocs. Bon, et on n'a rien vu, on n'a rien eu de tout ça. Et plus il a dit qu'il allait simplifier, plus on a eu de nouvelles normes. Macron, lui, veut simplifier les normes et de vous à moi, on peut construire de moins en moins avec ces histoires de bornes. Et oui, quand on est borné, on est borné. Alors, la réalité, c'est quoi ? La grande idée dont M. Laglaise, en fait, le député Laglaise, se fait le complice vraisemblablement malgré lui. Et je pense sans conscience de la portée, si vous voulez, philosophique, politique, économique, d'une telle évolution de la législation. C'est tout simplement qu'on est en train de passer du droit de propriété à l'usage. Et l'usage, c'est le chemin de l'aliénation. Pas dans la théorie, dans la pratique. Et souvent, l'enfer est pavé évidemment de bonnes intentions et les adages et les proverbes de la sagesse populaire sont en général les meilleurs points de repère. Alors, nos députés ils se font souvent carabistouiller par des lobbyistes qui font le siège en permanence de l'Assemblée nationale, qui proposent des lois, qui font des lois, qui écrivent quasiment les lois,
qui ont des moyens considérables et qui ont la capacité à tellement bien présenter les choses qu'évidemment, ils arrivent à embrouiller des élus qui sont très certainement sincères, mais qui n'ont pas la compétence parce que les domaines des possibles sont extrêmement vastes, que la complexité de la société est telle que de toute façon, c'est quasiment plus humainement possible aujourd'hui, quand on est un député, évidemment, de maîtriser tous les sujets. C'est très très complexe. Donc, évidemment, à un moment donné, vous faites des auditions et puis dans le choix même des gens que vous allez écouter, auditionner, dont vous allez retenir les raisonnements, eh bien, vous allez avoir des orientations qui vont être favorables à plutôt un groupe qu'à un autre. Et donc, force est de constater que, évidemment, les groupes commerciaux arrivent à orienter les lois d'une manière qui leur est favorable à eux et surtout, généralement, au détriment de la population. Donc, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est juste de passer de la propriété à l'usage. C'est vrai qu'on pourrait se dire c'est quand même vachement plus écolo de se partager les voitures que d'en acheter une chacun, alors qu'on l'utilise très peu finalement, juste pour aller travailler puis pour revenir. Et donc le taux d'usage de la voiture personnelle que nous pouvons avoir est très faible et que ça pourrait optimiser, que ça serait bon pour l'environnement, bien sûr. On est tous d'accord là-dessus. Le problème, c'est que ça, c'est valable si vous êtes dans de l'OFS, si vous êtes dans la logique de l'OFS, c'est-à-dire de l'Office foncier solidaire, du groupement de location de voitures solidaire. Et moi, j'ai à côté de chez moi une association dont je vous parlerai un jour, qui est une superbe réalisation. Et cette association, elle met en place de la location de voitures pour des gens qui n'ont pas de sous, qui ne peuvent pas s'en acheter et qui donc ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils n'ont pas moyen de transport. Et donc, ils ont des petits scooters, des voitures sans permis et également des voitures évidemment avec permis, même si c'est des petits modèles, mais qui permettent, en étant loués très peu cher, on parle de 60 à 80 euros par mois, assurance incluse. Donc, vous voyez, là, on n'est pas dans de l'usage qui fait du bénéfice, on n'est pas dans de l'usage lucratif, on est dans de l'usage solidaire. Et donc là, je crois qu'on peut tous être pour parce que ça amène socialement, écologiquement, quelque chose, évidemment, de très important. Et là, chanter la notion de propriété classique sur un certain nombre de choses pour aller vers de l'usage, ça a beaucoup de sens. Le problème, c'est qu'on est en train d'introduire de l'OFL, donc du libre, du marché. C'est ça qu'on est en train de faire. Et donc, l'usage confié au marché, c'est évidemment non pas de l'usage, mais c'est le rétablissement du servage. L'usage, c'est le servage. Et il est là, elle est là la grande évolution. Et elle est là, comme disent les Anglais, the big picture, c'est-à-dire le grand tableau d'ensemble. C'est vers ça qu'on veut aller. Et le député Laglaise, il ne se rend pas compte de ça, comme beaucoup de nos députés, de la manière dont ils sont en train de se faire emmener vers quelque chose où personne ne veut aller, qui est le rétablissement du servage par l'usage, c'est-à-dire qu'en permanence, on va payer des loyers. Voilà, on va payer des loyers, des abonnements, etc. Donc, défendre et lutter contre la société de l'usage, en réalité, c'est un devoir. C'est un devoir parce que la société de l'usage, oui, mais à condition qu'elle soit dans un cadre non lucratif. Et là est évidemment l'embrouille fondamentale de tout ce qui est en train de se passer, de toute la dérive sociétale que nous avons, dont cette proposition de loi n'est qu'un tout petit élément, parce qu'il y a des bonnes choses dedans. Il y a par ailleurs de bonnes choses. Et encore une fois, les OFS, BRS, c'est super. Les OFL uniquement pour les collectivités locales, ça peut s'entendre. Donc la proposition de loi en soi, elle n'est pas absurde. Attention, elle n'est pas absurde. En revanche, c'est un mouvement. Et on voit bien qu'après les OFS, on arrive aux OFL. Et après, on aura les OF totalement libres, et donc là on aura des OFM qui seront les offices fonciers de marché, et là on trouvera effectivement tous les grands constructeurs, et là on sera parti dans l'aliénation, vous ne serez plus jamais propriétaire de vos biens. Donc les décisions, à mon sens, elles sont prises pour de mauvaises raisons, et donc la spéculation foncière n'est pas un sujet. Le problème, ce sont les taux d'intérêt. Et si demain vous avez des taux d'intérêt à 4 ou 5%, les prix de l'immobilier vont s'effondrer, ils vont corriger, ils sont beaux, il n'y aura plus de gens assez solvables, et donc tout ça, ça va se corriger. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui sont des taux directeurs qui sont uniques, et comme ces taux ils sont uniques, et ben vous savez quoi, ils s'appliquent à toute l'économie, et comme l'économie ne peut pas supporter une hausse des taux, et ben on a des taux très bas,
Et donc on a une bulle immobilière, on a une bulle foncière, mais qui n'a rien à voir avec de la spéculation. Elle a tout à voir avec des taux d'intérêt qui sont bas. Donc attention, l'analyse de nos députés est totalement erronée. Et donc les solutions concrètes qui se traduisent par la loi sont de mauvaises solutions pour lutter contre sa spéculation. C'est une bonne idée de créer des OFS, ça s'entend pour les OFL pour les collectivités locales, et d'ailleurs ça pourrait être plutôt des offices fonciers locaux que libres, et moi je préférerais un OFL local pour collectivité locale, plutôt qu'un OFL libre qui ouvre évidemment la porte et la voie un jour au marché, donc l'OFM qui sera l'étape d'après. Donc, moi, je reste persuadé qu'il faut gérer l'économie avec une grande finesse et que, compte tenu des systèmes informatiques que nous avons, de la digitalisation, de tout ce que nous savons faire aujourd'hui, nous ne sommes plus obligés d'avoir un taux directeur unique qui s'applique à toute l'économie, mais évidemment des taux d'intérêt directeurs qui vont être multiples et qui vont s'appliquer par secteur. Vous êtes une PME, vous avez besoin de changer une machine pour préserver l'emploi et pour investir, et bien votre taux d'intérêt c'est 0 parce que vous êtes une PME et que c'est un crédit pour la production par exemple. Et puis vous êtes un particulier, vous faites un crédit pour acheter vos vacances, et bien c'est peut-être pas un crédit obligatoire, et bien peut-être que là on peut vous mettre un taux d'intérêt à 5%, et puis les prix de l'immobilier sont trop chers, donc le taux d'intérêt c'est plutôt 3 ou 4% pour évidemment acheter une maison ou pour un crédit immobilier. On est techniquement complètement capable de le faire, donc le problème ce n'est pas la spéculation, le problème ça vient des taux d'intérêt, de notre incapacité à les monter, et pour ça un jour il faudra avoir, et nos députés devraient avoir une réflexion sur évidemment les taux d'intérêt individualisés par secteur économique. C'est complètement possible puisque tout ça ce n'est jamais rien que de l'imagination et la structuration de notre société, mais pour cela il faut avoir ce que l'on appelle la souveraineté. Il faut avoir de la souveraineté, il faut avoir de bonnes analyses, il faut avoir des marges de manœuvre, il faut avoir la capacité de le faire. Et évidemment, ce n'est pas le cas dans notre pays, puisque nous sommes dépendants de la Banque Centrale Européenne, puisque nous n'avons plus notre propre Banque Centrale et notre autonomie monétaire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire, si ce n'est avec le niveau européen, cette histoire de taux d'intérêt individualisé, mais la BCE évidemment devrait le faire, et plutôt que de partir dans des taux d'intérêt négatifs et dans des politiques monétaires complètement délirantes, la Banque Centrale Européenne devrait étudier évidemment cette possibilité de taux d'intérêt individualisé par secteur pour avoir un pilotage bien plus fin de la politique économique de notre pays. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc sur le court terme, il n'y a pas de danger particulier pour la propriété privée. Mais vous voyez bien cette lente dégradation et ce grand mouvement de fond qui se fait, et d'un passage de la société de la propriété privée vers la société de l'usage des choses. Et donc l'usage, c'est ni plus ni moins que le rétablissement du servage à partir du moment où l'usage est laissé au marché lucratif. Et donc évidemment, quand c'est donné à des associations et que c'est à but non lucratif et qu'on est dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est évidemment totalement différent, et autant vous me verrez toujours applaudir les OFS, autant je mets en garde contre cette dérive introduite par les OFL qui nous mèneront forcément de ces offices fonciers libres. On est parti des offices fonciers sociaux aux offices fonciers libres et nous arriverons aux offices fonciers de marché, et à partir de ce moment-là, l'usage se transformera en servage. Les amis, je vous laisse. N'oubliez pas de partager, de mettre des pouces bleus, de mettre des commentaires en bas, et surtout de mettre plein de commentaires en bas et de débattre entre vous pour, encore une fois, partager ces réflexions et faire augmenter l'intelligence collective et le partage d'analyse, parce qu'on est évidemment encore plus fort et encore plus intelligent quand on échange et quand on croise nos impressions, nos données, nos éléments. Donc surtout, n'hésitez pas à débattre. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vrai JT de l'écho dans le grenier. Merci beaucoup les amis, merci pour votre attention. Je pense que cette vidéo va être un petit peu longue, mais écoutez, c'est comme ça. Merci beaucoup, à très bientôt, très bon week-end. Salut les amis, à la semaine prochaine.